à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous retrouvons Lucie Mosca, médiatrice au musée Unterlinden, pour découvrir l'objet du mois de janvier. Tout au long du premier trimestre 2018, elle s'intéressera à la figure humaine, c'est-à-dire à ce quoi ressemblent les hommes et les femmes au travers des œuvres présentes dans le musée. Pour poursuivre ce cycle sur l'objet d'art comme objet documentaire, j'ai choisi pour ce deuxième trimestre de l'année 2017-2018 de m'intéresser aux costumes, à la manière dont les gens sont habillés au fil des siècles. Et en effet, sur les peintures, on voit se profiler différents types de costumes, différentes sortes de modes selon les périodes, selon le genre, selon la classe sociale. Et j'ai trouvé intéressant de m'intéresser justement à ces habits, à ces costumes pour voir comment ils évoluaient entre le Moyen-Âge et la Renaissance, puis ensuite jusqu'au XXe siècle. On peut démarrer avec une sculpture de Saint-Martin qui date de 1300. Alors, au siècle précédent, donc au XIIe siècle, on voit une modification des modes de vie, une modification aussi de la manière de penser, l'avènement également d'une spiritualité plus intense. L'idée est d'avoir une communauté de chrétiens. Et cela se ressent dans le vêtement parce que pour la première fois depuis des millénaires, on va changer le vêtement. Le vêtement devient tout à coup très long et très ample, il devient uniforme. Hommes comme femmes, dans les classes sociales élevées du moins, portent le même vêtement qui est le même partout en Europe. Si on regarde notre Saint-Martin à cheval, on constate qu'il a un vêtement long qui descend jusqu'au bas de la jambe avec des manches qui sont très ajustées, ce qu'on appelle la cotte. Parfois, on peut porter par-dessus un surcot qui soit n'a pas de manches, soit a des manches très amples. Donc ça, c'est vraiment le costume masculin comme féminin que l'on a à ce moment-là, donc au XIIe, XIIIe et même encore XIVe siècle. Si l'on regarde à présent le retable consacré à la vie de la Vierge, le panneau de l'adoration des mages, on voit que la Vierge Marie porte toujours ce vêtement hérité du Moyen-Âge. Par contre, si l'on regarde les hommes, on constate qu'il y a une différence flagrante par rapport au Saint-Martin que l'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'à partir du XIVe siècle, le vêtement des hommes et celui des femmes se différencient et le vêtement des hommes va se raccourcir à un point qui est jugé absolument scandaleux puisqu'on voit la totalité de la jambe. Ce vêtement qui est très court, on l'appelle le pourpoint. Si l'on regarde l'homme qui est complètement à droite, le pourpoint, là on le voit, est violet et doré. Le pourpoint doit mettre en avant le bombé du torse et la finesse de la taille. Donc on va souvent rembourrer le pourpoint au niveau de la poitrine afin d'avoir un torse très bombé et d'avoir par contraste une taille très fine. Et notre personnage porte par-dessus son pourpoint un jaque, c'est-à-dire une veste qui est très ajustée et qui a donné le nom à la jaquette. Avec le raccourcissement du vêtement masculin, les chausses montent jusqu'à la taille et les braies ne deviennent plus que des sous-vêtements portés selon les chroniques de l'époque par souci de netteté. Pour cacher la couture entre les chausses et les braies qui sont en dessous des chausses, on va rajouter un petit triangle de tissu qui provoque la stupeur des prédicateurs et des religieux de l'époque, qui s'appelle la braille et qui a donné le nom de braguette que l'on a aujourd'hui. Ce petit triangle de tissu est amovible et il est accroché avec des lacets qui sont positionnés dans des œillets et que souvent on va mettre d'ailleurs de couleur vive pour attirer l'attention précisément sur ce triangle de tissu.
La silhouette des femmes se modifie à partir du XVe siècle avec des lignes qui deviennent beaucoup plus sinueuses. Sur le retable de Sainte Catherine et de Saint Laurent, si on regarde Sainte Catherine, on se rend compte qu'elle a une robe qui est très serrée sur le buste, ce qui permet de mettre en valeur la finesse de la poitrine et de la taille. Par contre, ensuite, la mode est au ventre rond. Donc soit on rembourre les robes, soit on va ramener le vêtement de dessus avec la main devant le ventre pour pouvoir créer un bombé devant le ventre. C'est également à ce moment-là que l'on voit apparaître les décolletés qui là aussi font frémir les prédicateurs, et le décolleté qui est souvent carré ou arrondi, en tout cas c'est un décolleté qui est très large plus que profond, laisse apparaître la chemise qui est dessous. Sur le tableau de Saint Jean l'Évangéliste bénissant la coupe de poison, on voit apparaître un nouveau type de vêtement qui est la houppelande. C'est une longue robe ample que l'on ceinture à la taille et qui apparaît à partir de la fin du XIVe siècle. La houppelande est utilisée principalement par les rois et les princes, également par le clergé, par le monde universitaire et aussi par les magistrats et les administrateurs qui sont des hauts fonctionnaires mais issus des catégories modestes. Et ça leur permet donc de se distinguer des autres bourgeois qui eux seraient marchands, banquiers, etc. Ça leur permet également de se distinguer de la noblesse qui elle va porter plutôt des pourpoints ainsi que des choses collantes pour les hommes. Dans le retable consacré à Saint Jean-Baptiste, et plus particulièrement dans le panneau représentant la décollation de Saint Jean-Baptiste, on voit à l'arrière-plan les bourgeois de la ville qui sont vêtus d'une houppelande raccourcie. C'est ce qu'on appelle le hincelin, et le hincelin est une houppelande un petit peu plus courte, probablement pour des raisons pratiques tout simplement. Ici, vous les voyez également bordés de fourrure, parce qu'à partir du XVIe siècle, à partir des grandes découvertes, le commerce international bat son plein. À partir de la Renaissance, on voit également apparaître un nouveau vêtement chez les femmes, un vêtement qui se lasse devant, à l'inverse de la cotte qui se lassait dans le dos, c'est le corset. Alors le corset peut soit se placer sous une robe, soit venir remplacer la robe, auquel cas le corset possède également une jupe. Le personnage central, celui qui est précisément en train de décapiter Saint Jean-Baptiste, a un vêtement qui s'inspire des costumes des troubadours. Ce sont les ménestrels et les troubadours qui, les premiers, ont des costumes séparés en deux verticalement, avec une partie unie, une partie rayée. Et ce sont des costumes qui se répandent, qui se déploient dans les différentes cours princières. Dans ce retable consacré à Saint-Vendelin, on a une idée de ce à quoi pouvait ressembler le costume populaire, mais ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le panneau dédié à Saint-Vendelin, c'est qu'il porte un caban, qui est un vêtement qui apparaît au XVe siècle et qui est le premier vêtement en Occident que l'on endosse, et ce qui a donné naissance tout simplement à nos manteaux. Après la Révolution française, sous l'Empire, apparaît le pantalon. Pour aller avec ce pantalon, eh bien, on a l'habit. C'est une veste longue à deux pans que l'on appellerait aujourd'hui une redingote. Si on regarde le tableau d'Henri Lebert, au château du Hollandsbourg, on peut voir que les hommes, sous l'habit, portent également un gilet que l'on assortit souvent à la cravate, le foulard que l'on noue autour du cou et qui apparaît également sous l'Empire. Dans les années 1870, apparaît le veston, puis le complet, c'est-à-dire que le gilet, le veston et le pantalon sont taillés dans la même étoffe. Ensuite, à partir des années 1880, apparaît à Monte-Carlo, dans les casinos, la dinner jacket, qu'on appellerait aujourd'hui le smoking. Et l'intérêt du smoking était d'être plus confortable pour les hommes que l'habit, donc la redingote, lorsque l'on jouait toute la soirée.
Si on regarde à présent l'allumeur de Hélion, on constate que le costume masculin n'a quasiment plus bougé depuis le début du 19e siècle, c'est-à-dire que notre personnage porte le pantalon ainsi que le veston, il a une chemise et une cravate. Donc on peut considérer en fait que le costume masculin se fixe au début du 19e siècle et n'a quasiment plus changé depuis. Au fil du 20e siècle, on va cependant abandonner tous les accessoires élégants afin de concilier à l'élégance la commodité. Par exemple, on abandonne après la Seconde Guerre mondiale les cannes ou encore les chapeaux. Il est intéressant de voir que le costume a varié au fil des siècles, que ce soit dans ses couleurs ou dans ses formes. Intéressant de voir qu'à certaines périodes, il est complètement uniformisé, quel que soit le genre de celui ou celle qui le porte, ou quelle que soit la région ou le pays dans lequel on se trouve, et qu'à d'autres périodes, au contraire, il est extrêmement diversifié. On peut considérer en tout cas que la mode apparaît au XVe siècle, et par mode, j'entends les accessoires ou encore les ornementations, les parties de vêtements qui ne servent pas à la commodité, mais uniquement à l'agrément. Et les premiers dessinateurs de mode apparaissent eux aussi au moment de la Renaissance. Si vous souhaitez découvrir les collections du musée Unterlinden aux côtés de Lucie Mosca, sachez que sa prochaine visite aura lieu le jeudi 8 février autour de la thématique de la représentation du corps. Si vous souhaitez participer à cette visite, il est impératif de vous inscrire au 03 89 20 22 79 ou par mail à l'adresse réservation@musée-unterlinden.com. Un supplément de 4,50 € vous sera demandé. C'est ainsi que s'achève votre émission Curiosité. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans les salles d'exposition colmariennes. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!